Salut! Bonjour. Alors, je suis direct aujourd'hui dans le groupe comme prévu, ce jeudi 12h30 pour le premier live de la nouvelle constitution du groupe La Joie Libérée. Je vais attendre 1 ou 2 minutes, le temps que Facebook vous envoie le notif disant que je suis en train de vous parler en même. Ça va me permettre de vérifier juste que tout est bien. Une personne qui vient d'arriver, c'est Audrey. Coucou Audrey, salut. Bon, après, je suis plutôt pas mal. Salut Audrey. Bonjour. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Evelyne Mester. Mester. Mester Oui, Mester. Mester. Pourquoi je disais Mester? comme les camions Master. Ah, peut-être. Et donc, je suis avec Evelyne, il y a Julia qui vient d'arriver. Coucou Julia. Bonjour. Je sais pas du tout, en fait, si 12h30 est un créneau approprié pour faire un live dans un groupe Facebook. Donc Bon appétit. on va bien voir ce qui se passe. C'est la première fois aujourd'hui que je vais présenter une vidéo dans ce format-là. D'ordinaire, vous avez plutôt l'habitude de me voir toute seule. Et là, en fait, pour cette nouvelle organisation du groupe, j'avais vraiment envie de faire participer d'autres personnes, et notamment des gens de mon entourage plus ou moins proches, et qui, pour moi, représentent des sources d'inspiration pour diverses raisons. Et donc, aujourd'hui, pour cette inauguration en fait, de ce nouveau fonctionnement, j'ai proposé à Evelyne de venir, parce que d'une part, je la connais depuis un bon petit moment maintenant. Il y a Justina qui vient d'arriver, coucou. Et on s'est rencontrés, c'était quand la première fois qu'on s'est rencontrés? On a dû se parler sur Internet, je pense, à l'occasion de ton blog Perle Pacifique. Je crois que je t'ai dit que j'étais admirative de ce que tu faisais. Je t'ai envoyé un message privé, tu te souviens? C'est possible. Voilà, j'ai dit, je suis blogueuse, je débute et je te trouve très inspirante. Voilà, je suis impressionnée où tu es arrivée. Et moi, j'étais à la blog et tu venais de publier ton article, je crois, sur les écrans. Ah. Donc, c'était un bon petit moment quand même déjà. Ouais, ça doit monter d'1 ou 2 ans, je pense. Je sais. Et ensuite, tu t'es retrouvée photographe au Festival pour l'école de la vie. Je me suis retrouvée de Montpellier. Ouais. Parce que la photo, c'était, parce que je crois que c'est plus aujourd'hui. J'ai arrêté mon entreprise photo là. Ouais. Voilà, tu étais photographe professionnelle. Ouais. Tu es d'ailleurs la talentueuse photographe de mes propres professionnels. Toutes les photos de moi que vous voyez sur le blog ou sur la page Facebook, c'est elle. Et donc, bref, elle était donc photographe au Festival pour l'école de la vie en 2017. Je sais pas. Je crois que c'était 2017. J'ai pas la mémoire des dates. Septembre 2017. Et on s'est rapprochés en fait par différents comme ça. Et puis récemment, Evelyne a publié un livre qui est ici, qui s'appelle Mon enfant, mon égal, et qui questionne les rapports adulte-enfant et plus généralement les notions de domination adulte et d'adultisme actuel et passé d'ailleurs. Et voilà, et donc c'est un livre que j'ai lu bien sûr intérêt cet été. J'avais vraiment envie d'inviter Evelyne aujourd'hui pour en parler parce que un message important à faire passer, c'est ce que je vous disais dans l'annonce du live, livre dérangeant, je trouve, sa posture. J'assume. Dérangeant, perturbant, mais vraiment nécessaire parce que je pense que les positions effectivement entre les adultes et les enfants déterminent beaucoup de choses dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et Evelyne a des propositions par rapport à ça, moi des réflexions par rapport à ça. Et voilà, je trouvais que c'était tout à fait dans la lignée de ce que je partage avec vous depuis maintenant 8 ans, 9 ans. Donc ça... Et voilà, donc je suis ravie de t'accueillir Evelyne aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et la première chose que j'ai envie de te demander, c'est de nous parler un petit peu de tout. Je sais que tu es coach certifié, je suis formée à la CNV. Je sais que tu es praticienne en PNL. Tu dis tout et j'ai plus rien à dire. ma question, c'est qu'en fait, entre le coaching, la pratique PNL, les formations CNV et maintenant ton statut d'autrice, comment t'en es arrivée là? C'est quoi ton parcours? Comment tu as accumulé cette expérience-là? Ça vient d'où tout ça? Ça va être long à raconter. Écoute, on a un petit peu de... comment j'en suis arrivée là? Je vais zapper la vie d'avant. Après mon divorce entre Stéphane, et Stéphane Witzmann, c'est mon associé à présent. Et Stéphane donnait des formations en PNL et c'était pas du coaching à l'époque.
Et voilà, bref, ça m'intéressait. Du coup, j'ai décidé de participer et j'ai eu diverses révélations sur ma vision des choses qui étaient peut-être assez étriquées. Bref, ça m'a ouvert l'esprit. J'ai trouvé ça super passionnant de réfléchir sur nous-mêmes et tout ça. J'ai toujours été quand même axée sur tout ce qui est psychologie. Et, j'aime beaucoup réfléchir sur moi-même et tout ce qui se passe autour de nous. Et voilà, donc après, j'ai formation en fait qui donnait pour les suivre. Et je me suis inscrite en formation en coaching. Voilà, de fil en aiguille en fait comme ça. Et c'est cette formation-là en coaching qui a vraiment fait à la fois ton quotidien, mais ton état d'esprit aussi par rapport à ta famille, tes enfants. Oui, c'est ça. Enfin, je pars de loin, c'est-à-dire que bon, j'ai pas été une maman violente à proprement parler physiquement, mais par contre, tout ce qui est hurler, les cris et engueuler les enfants, oui, ça j'étais, et puis autoritaire. J'ai l'impression d'être bienveillante avec mes enfants, j'ai toujours juré que je les taperais pas. Voilà, donc, mais par contre, secouer par le bras ou leur crier dessus à 2 centimètres, ça, je faisais ça, quoi. Donc, si tu veux, je raconte un peu mon parcours par rapport, parce qu'en fait, c'est surtout eux qui m'ont permis Je veux d'évoluer bien, ouais. Je pense vers là où que j'en ça suis. va certainement résonner beaucoup Ouais, chez ça ceux pourrait. qui t'écoutent. Donc, Voilà. carrément. Du coup, j'ai été maman assez tôt et c'était génial pour moi parce que qu'est-ce que je veux dire? Des fois, tu bouges à peine, je me perds, c'est juste horrible. Il faut que je prévienne le public qui me regarde. Je vais rester immobile. J'ai quelques petits dysfonctionnements neuroatypiques qui, des fois, me bloquent. Bref, voilà, j'ai été maman assez tôt et j'étais déjà à fond dans la parentalité. Je passais mon temps dans la bibliothèque de médecine à lire tout Dolto et tout ça, vraiment passionnée. Et quand j'ai eu mon enfant, donc j'avais des idées bien préconçues sur je vais être une maman comme ça, en fait. Et j'avais aussi incarné depuis l'âge de 13 ans. Mes parents ont fait ça, je ne ferai jamais comme ça. Moi, voilà, ça, non, je le ferai pas. Et j'en étais où? Oui, voilà, donc j'ai eu mon premier enfant. Et donc j'avais des idées bien arrêtées sur ce que c'était d'être parent, en fait. Et il se trouve que j'ai pu l'appliquer parce que mon enfant, il rentrait super bien dans le moule. Il était hyper discipliné, il était hyper sage, voilà. Donc je me suis dit, c'est bien, parce que la notion que j'ai de la parentalité, elle doit être bonne parce que ça marche du tonnerre avec mon fils. Obéissant, il s'auto-punissait des fois, il disait ouais, maman, en fait, là, je crois que j'ai fait un truc qui fait pas bien, je vais dans ma chambre. Alors comment est-ce que tu recevais ça? Ah, mais j'étais fière, j'étais très très fière. J'étais pour moi une bonne maman et très à l'écoute. Je faisais énormément d'activités avec lui et tout ça, c'était bien. Donc très bien pour l'ego, quoi. Je suis une super. Okay. Et en plus, j'ai réfléchi avant, j'arrive à ce que j'avais prévu de faire. Enfin voilà. Donc là, c'était ton enfant. Non, ouais, c'est très glorifiant. C'était très glorifiant. À l'arrivée du deuxième, il s'est passé quoi? Ouais. À l'arrivée du deuxième, je me suis dit c'est génial, on va continuer sur notre lancée et je vais faire pareil. Sauf que le deuxième, il fonctionnait de la même façon. Donc le deuxième était beaucoup plus, avait pas envie en fait d'obéir, il avait pas envie de faire ce que je lui disais, il piquait des colères facilement, et voilà, je me suis trouvée là complètement affolée à me dire qu'est-ce que faire avec lui, quoi. Et du coup j'ai fait ce que beaucoup de parents, ils sentent que quelque chose leur échappe, en fait, c'est recadre et les limites. J'en parle dans mon livre. Voilà, je me suis dit, je vais être un peu plus stricte, je vais faire marcher dessus. J'avais peur de me faire marcher sur les pieds, en fait. Parce que du coup, dans ta tête, ce qui se passait, c'était si comme ça, c'est qu'il avait trop de liberté. Ouais, donc il fallait le contraindre dans quelque chose qui tendait à ce que toi t'attendais. C'est ça le. Ouais, j'ai surtout peur qu'il prenne le dessus sur moi, en fait. C'est plus une histoire de pouvoir pour le coup. Il fallait pas qu'il me réponde, il fallait pas que. Voilà. Dans toute bienveillance, bien sûr. Censé faire. Voilà. Et donc ça n'a pas marché. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas marché. J'ai resserré le cadre et il a pété son plomb. C'était juste horrible. Donc voilà, c'est à peu près à cette époque-là que j'ai découvert le livre d'Isabelle Filiosa, Émotions de l'enfant. Et là, ça a été une bombe dans ma tête. J'ai l'enfance, j'ai pris de plein fouet toutes les émotions dont elle parlait dans le livre. Et je me suis dit, est-ce que tu es en train d'essayer de refaire est-ce que tu n'es pas en train de refaire ce que tu as subi toi qui t'a pas convenu, quoi. Donc ça, c'est ton premier contact, c'est ta première étape vers ce changement de paradigme-là dans ta position de mère. Dans ta posture de mère. Mais j'avais depuis vraiment le départ l'intention d'être bienveillante, depuis toujours. J'avais dit, je ne les taperai pas, tout ça.
suite justement à mon enfance à moi qui avait été vraiment bercée, si on peut dire, de VEO, de violence ordinaire, physique et morale. Donc j'ai dit, je ne veux pas faire ça déjà. Mais là, ouais, il y a eu un basculement vers l'écoute des émotions en fait. D'accord. Et donc, tu étais dans une optique du coup de mieux écouter les émotions de tes mais du coup, comment tu étais par rapport à tes propres émotions à toi? Résistante. Je me suis jamais écoutée sur mes émotions par contre. Okay. J'étais vraiment dans mon rôle de maman à fond la caisse et il fallait. Je cherchais pas à moi-même écouter mes émotions. En fait, je prenais pas soin de moi du tout. J'ai l'air de dire qu'après, quand mon premier enfant a eu 1 an, donc j'étais complètement dans le perfectionnisme absolu et j'ai fait un burn-out. Qui pour moi est complètement dû au fait de avoir cherché à entrer dans ce moule que je m'étais préparé. La parentalité comme ça, je vais être comme ça, et j'ai essayé d'entrer dans ce cadre-là. Tu étais dans une image, une image, ouais, voilà. J'ai jamais, pour moi, j'étais pas vraie en fait. J'étais vraiment rôle de maman, tel que je l'imaginais. Ouais. Et alors, est-ce que tu as l'impression d'avoir cheminé vers cette nouvelle vérité-là avec ce deuxième enfant, ou est-ce qu'il a fallu attendre encore Non, il a fallu attendre encore. Un suivant. Au troisième enfant, j'ai découvert l'allaitement long, donc ce qu'on appelle non écourtement. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée sur un forum d'allaitement où je suis arrivée encore comme quelqu'un qui allait libérer tout le monde. Vous allez voir, moi j'ai allaité merveilleux, je vais les soutenir. Et là, je me suis rendu compte que non, elles avaient allaité 2 ans. Enfin, j'étais complètement arrivée là. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un état d'esprit d'observation de ce qui se passait sur ce forum. Et j'ai découvert de procès alternatifs en fait, qui était très centré sur l'enfant, au lieu d'être centré sur le parent. Tu vois, la découverte de l'hygiène naturelle infantile, ou que tu as pratiqué? Non, j'ai pas pratiqué parce que j'ai pas osé. Si tu peux juste préciser rapidement ce que c'est l'hygiène naturelle infantile, c'est ne pas mettre de couche au bébé dès la naissance en fait. Observer ces signaux. Naturellement, l'enfant aurait des signaux pour dire qu'il a envie de faire pipi, qu'il a envie de... Et le parent est censé être à l'écoute, observer, mettre l'enfant au-dessus d'un pot dès qu'il voit une manifestation de ces besoins-là. C'est vraiment une communication entre le parent et le bébé qui, pour moi, a été fascinante de me dire « Ah ouais, on peut vraiment communiquer comme ça ». Bon voilà, je l'ai pas mis en... Il y a eu la DME, la diversification menée par l'enfant, que j'ai pratiquée avec ma 4e. Je vais peut-être pas expliquer toutes les techniques. Enfin voilà, donc j'ai découvert les apprentissages autonomes, la motricité libre, toutes ces choses qui font que on va s'occuper de l'enfant en partant de ses besoins à lui et de ses émotions, de la façon dont on imagine ce que c'est que d'être parent. Donc j'ai fait un revirement de situation où j'ai dit ok, je vais prendre un peu d'humilité et voilà, me centrer sur mon enfant, quoi. C'était la question que j'allais te poser, de ce que ça avait du coup en toi après, de la façon dont tu t'étais sentie ensuite, et il me semblait que le terme d'humilité était ouais, assez approprié. Parce que du coup, en fait, tu te repositionnais dans la pyramide familiale, quoi. Ouais, d'un système vertical, t'étais pas déjà horizontal, t'étais un peu oblique, quoi. Non. J'étais toujours j'étais à présent dans l'idée d'être très sur mon enfant et d'être à l'écoute de son évolution. Mais par contre, c'était toujours non, je suis le parent. En tous les cas, c'est moi qui décide, on va m'obéir et non, je tiens absolument à ma place. C'est complètement en haut de la pyramide encore. Tout en ayant eu une démarche d'ouverture sur ce que mon enfant a à m'apprendre en fait. Donc voilà, un peu d'humilité, mais pas trop non plus. Et donc, le jour où vraiment ça brille et que tu fais, tu fais sauter cet fonctionnement-là pour adopter encore autre plus chose. Tard. Il va falloir attendre encore plus tard. Un long cheminement. Hein, mais c'est ce que je trouve très intéressant, c'est que, et moi je le vois en formation avec les gens qui se forment avec moi, c'est le temps nécessaire en fait au changement, et ça c'est important de le dire en fait. C'est pas parce qu'on a une intention de faire quelque chose que 3 semaines après on va intégrer ce qu'il faut faire. C'est un cheminement je me suis rendu compte d'aller progressivement vers l'authenticité et l'intégrité, alors qu'avant je jouais un rôle de maman. Donc ça, c'est un cheminement en elle, quoi. Donc je travaille sur moi depuis bien longtemps et ça fait partie du cheminement. Est-ce que tu dirais que ce rôle-là dont tu parles, c'est important ce terme de rôle de maman, tu penses que c'était une injonction extérieure en fait? Ouais. Tu faisais ce que tu pensais attendait, que la société attendait. J'avais besoin de reconnaissance de la société et des autres. Mon premier enfant, comme j'étais jeune, j'avais pas envie qu'on me juge trop. Donc c'était important que je donne l'image de c'est bon, je gère, voilà, qu'est-ce qu'elle s'en sort bien. Ah ouais, complètement. D'accord. Complètement. Et aujourd'hui, tu as fait complètement... Où j'en suis, du coup? La vraie scission avec ce truc-là, tout là-dedans.
Dans l'image qu'on pourrait avoir de moi Mmh. par rapport à l'éducation, là, j'en suis plus à mon Dieu, j'ai écrit un livre et il va falloir que je continue à être complètement dans l'authenticité. Ouais, c'est ça. Et voilà. J'essaye souvent dans le livre aussi, j'espère que ça ressort, d'expliquer que je ne suis pas une donneuse de leçons, pas des recettes que je demande aux gens d'appliquer ou que je ordonne aux gens d'appliquer. C'est moi-même tous les jours, galère encore au quotidien dans la relation avec mes enfants. Par contre, on est avec mon compagnon sans arrêt en exploration et on tire des leçons de tout ce qui se passe en fait. C'est ça qui est vraiment bien, c'est quand il y a un accrochage, on ne va pas aller comme ça, on ne va pas dire ok on se pardonne, tout ça. Vraiment réfléchir sur le processus qui nous a amenés là et voir le dézinguer avant qu'il s'enclenche la prochaine fois en fait. On essaye tout le temps de nos erreurs en fait. Voilà. Alors, là, tu parles de ton compagnon et ça me fait penser aux par exemple, il y a beaucoup de familles monoparentales ou de Ouais. familles, de couples dans lesquels les parents ne partagent pas les mêmes croyances ou les mêmes convictions. Et je le sais pour en avoir fait l'expérience moi-même. Hein. Là, je Moi parle aussi. un peu de mon expérience à moi et qui a amené à ce qu'on sait aujourd'hui, à savoir que je ne suis plus avec le père. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents seuls qui font comment dire, qui ont envie de faire ce virement-là ou qui s'entendent vers un autre schéma et qui se retrouvent un peu seuls par rapport à tout ça parce que ben ils n'ont pas l'âge qui comprend leur démarche ou quoi, aux parents qui au sein d'un couple n'arrivent pas à partager en fait ces convictions-là. Comment on fait dans ces cas-là? J'ai envie de dire si vous êtes plus simple. Ouais, tu trouves? C'est plus simple, je trouve. Ben oui, parce que justement, il n'y a pas ces divergences. Donc, on peut prendre la décision d'adopter comment dire, une posture plus égalitaire avec l'enfant sans que le compagnon, j'allais dire péjorativement, mette son grain de sel. C'est vraiment horrible de dire ça, mais moi, je trouve ça plus facile tout seul, c'est sûr. Et avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes convictions, comme on disait avec Stéphane en conférence, je pense que chacun peut se positionner pour en fait. Donc même dans un couple où on n'a pas la même parentalité, ça appartient à chacun de prendre sa décision, de mettre des choses en place pour soi, pour la relation directe avec son enfant en fait. J'insiste sur le fait, moi, que pour moi, il n'y a pas les parents d'un côté et les autres. Donc souvent, on entend il faut que les parents soient d'accord, qu'il y ait des accords devant les enfants. C'est même pas souvent, c'est tout le temps. Voilà. En fait. Donc moi, je n'adhère pas à ça. Juste qu'on est des individus dans une famille et qu'on fonctionne pas pareil, on a la même croyance, on n'a pas le même parcours et que on peut très bien fonctionner différemment. La maman peut fonctionner différemment avec son enfant, le papa différemment avec son enfant, sans que pour autant ça parte en live, quoi. Je veux dire. Je pense qu'il y a communiqué beaucoup là-dessus pour pouvoir s'organiser en famille, quoi. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que typiquement, moi, dans mon familial, avec le père de mes enfants, moi, j'étais vraiment dans cette croyance-là qu'une fois la famille formée, il fallait justement créer de nouvelles croyances collectives, tu vois, pour que ça puisse fonctionner. Et que si on a à se rejoindre sur les croyances, bah, ça ne pouvait pas marcher. Mais j'ai pensé comme toi aussi, ça m'arrive encore de le penser. Mais voilà, je trouve qu'on est des individus dans ce que j'appelle dans le livre un système, la famille. Ouais. On est des individus en interaction les uns avec les autres. Pour moi, c'est pas les parents d'un côté, les enfants de l'autre. Et on doit faire corps autour d'un fonctionnement. Je suis pas trop règles, je suis même pas du tout règles et règlements et fonctionnement préétablis en fait. Je suis vachement dans l'émergence, j'aime bien l'émergence. Et du coup, je me dis, quand il y a un problème, on peut en discuter et le régler à ce moment-là. Dire par exemple, entre les parents, moi, je me suis sentie mal tout à l'heure quand tu as dit ça à l'enfant, devant l'enfant, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire corps l'enfant et de voir ce qu'on fait de ça, quoi. Mais au cas vraiment, au jour le jour, à la minute, c'est vraiment avoir, voilà, j'allais dire un dogme, mais c'est pas ça, un mode d'emploi familial, on va fonctionner comme ça. Moi, j'aime bien, voilà, par la discussion, arriver à trouver des solutions de conflit qui sont beaucoup plus adaptées parce que c'est au cas par cas. Mais quelque part, je crois que ce qui est difficile, en fait, même si moi tu sais bien que je partage tout à fait ta position, hein, mais je crois que ce qui est difficile là-dedans, c'est que finalement, décider d'opter pour un fonctionnement, ça implique de mettre de la souplesse. Et comme la souplesse, de nouveau, il y a ce fantôme, là, ce spectre de l'enfant qui va prendre le pouvoir, en fait. Ouais, complètement. Et je crois qu'on est vraiment, le mot est un peu fort, mais on est vraiment jusqu'au cœur de la famille, en fait. Les liens sont vraiment pollués par ce spectre-là de l'enfant qui se viendrait prendre le pouvoir, alors qu'on voit bien qu'à la fois physiquement ou quoi, il n'a pas le dessus, en fait.
Ouais, On est les adultes et on tout à fait se positionner. Enfin, l'enfant, il peut pas prendre le pouvoir. Moi, Personne c'est laisse pas le une droit. histoire d'enfant ou d'adulte, c'est n'importe qui ne peut pas prendre le pouvoir sur nous-mêmes si on est aligné avec qui on est, si on sait reconnaître nos émotions, les exprimer et dire nos besoins, se respecter soi, en fait, respecter ses propres limites, faire respecter aux autres. Donc, l'histoire de l'enfant roi, on en parle énormément. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des articles dessus. Il y a un passage de ton livre d'ailleurs que je trouve super. C'est quand tu parles justement de ce fameux enfant roi dont on n'arrête pas de parler. Et quand tu t'interroges si on ne pourrait pas discuter 2 minutes du parent roi, quoi. Voilà, c'est ça. Celui qui veut que l'enfant entend au moment où on lui dit, fasse ce qu'on dit, de la façon dont Voilà. on lui dit, sans discuter, etc. Et c'est vrai que moi, alors même que tu sais à quel point je rejoins ton mode de pensée, mais encore maintenant, moi, régulièrement, je dis à mes enfants, là, je suis désolée, je vous ai donné des ordres, c'était stupide de ma part de faire ça. Et je me rends compte du nombre de fois, en fait, un peu comme toi, où je galère tous les jours à me dire, t'es encore en adultisme là. Moi aussi, ça m'arrive. Mais en lisant ça, ça m'a de nouveau sauté au visage. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, que les enfants, ils sont en permanence sous l'injonction adulte. Quel que soit le mouvement, il y a toujours un adulte pour regarder par au-dessus ce qu'ils font, pourquoi, comment, vite, pas assez vite, est-ce que tu as bien mangé, pas bien mangé, enfin stop. C'est ça, c'est pour ça que je parle dans le livre de parents rois, en fait. Ça m'agace d'entendre parler d'enfants rois, alors qu'on ne voit même pas nous-mêmes qu'on est des parents rois par tous les ordres, par le fait de décider absolument tout de la vie de l'enfant, jusqu'à quel pyjama il soir, qu'est-ce qu'il va manger, combien en quantité il va manger, à quelle heure il se couche. C'est juste hallucinant. Et on trouve ça normal parce qu'on est le parent et qu'on sait tout à la place de l'enfant. Donc, je change dans le livre, c'est « et si c'était faux, et si on est légitime à faire ça, et si les enfants ne méritaient pas ça, que le parent soit un parent roi ». Donc, c'est tout un cheminement, des questionnements qu'on peut retrouver dans le livre. Et c'est là où ton livre, il est passionnant, mais il est aussi changeant. Ouais. Parce qu'il est complètement à contre-courant, en fait. Surtout, en plus, aujourd'hui, où les médias aidants, on sont dans un climat d'insécurité, enfin, vrai ou supposé, hein, mais disons que cette croyance qu'il va vraiment falloir la vie soit. Et là, toi, tu nous proposes un schéma et tu dis ouvrez tout, lâchez tout. C'est ça, j'ai mis on arrête. Mon Facebook. Et si c'était pas nos méthodes éducatives qu'il fallait changer, mais plutôt notre posture face à l'enfant. Enfin, je vais revenir un peu sur l'histoire du parent roi, parce que c'est quand même important. Pour moi, je vois même, enfin, j'ai l'impression qu'on considère l'enfant comme une bête sauvage, en fait. C'est une bête sauvage. Si on met pas un cadre, des limites, et qu'on n'est pas autour de lui sans arrêt, il va devenir, mais il va tout péter dans la maison, il va nous battre, c'est fou, la peur. Je pense qu'on est beaucoup par peur, en fait, de ça. Et comme tu sais, excuse-moi, je te coupe 2 minutes. Il y a une origine judéo-chrétienne très forte là-dedans. On pensait en fait initialement qu'il fallait battre les enfants, parce qu'ils étaient l'incarnation de Satan. Le diable, et faire sortir le tout à fait. Ouais, je l'avais lu ça. Ça prend racine vraiment très loin. Hein. Donc c'est fou comme on en est resté. Imaginez qu'il allait se passer des choses horribles si l'enfant était libre. Donc, moi j'incite plutôt à travailler sur soi en fait en tant qu'être humain, pour arriver, comme je disais tout à l'heure, à dire ses propres limites. On ne va pas mettre des limites arbitraires ou des règlements ou des règles, mais par contre, quelque chose me dérange moi, je vais le dire à mon enfant. Je vais dire, voilà, là, tu es en train de sauter sur le canapé, je suis fatiguée et puis j'ai peur qu'il s'abîme, j'aimerais bien que tu arrêtes quand même. Et au lieu de lui dire, l'arrêt, on ne saute pas sur le canapé. Donc ça revient un peu au même, mais il y a quand même... une nuance. Je ne suis plus au-dessus de toi à te fixer un règlement auquel tu dois obéir, mais en tant que personne, et je te parle en tant que personne, est-ce que tu veux bien tenir compte du fait que je sois dérangée et faire quelque chose ce qu'on ferait avec un adulte. On ne va pas lui dire, alors imagine si tu me reçois ici, le règlement c'est de ne pas mettre un verre par terre. Imagine si tu m'avais dit ça. Par contre, tu m'aurais dit, tu sais, ça m'ennuie parce que si jamais il se renverse, mon tapis risque d'être abîmé. Ah d'accord, je vais l'enlever. On peut faire pareil avec les enfants. J'ai l'impression qu'on les prend souvent pour des idiots, entre guillemets, sur ils vont pas comprendre. Non, essayez, vous verrez bien, quoi. C'est très étonnée. Mais je suis assez d'accord avec toi, et tu en parles beaucoup dans le livre, d'ailleurs, tout au long du livre, quand tu revis cette nécessité, tu en as parlé tout à l'heure, d'être au clair avec ses besoins et sur comment les exprimer. Finalement, les aux enfants, ça implique forcément de devoir leur indiquer quand leur liberté vient gêner, impacter la nôtre. Voilà. Tout à fait. Et comme on n'est pas en mesure, comme on n'a pas appris comment c'est ça,
eh ben, il vaut mieux en fait interdire en amont, ça Ouais. nous évite l'inconfort De se questionner cette soi-même liberté sur, personnelle piétinée, quoi. complètement. Donc, ouais, j'explique vraiment, enfin, il y a du développement personnel, en fait, parce que pour moi, c'est indispensable. C'est, à mon avis, hein, je sais pas, peut-être d'autres gens me le diront, on peut pas forcément laisser un enfant libre sans, comment dire, ben, juste se respecter soi. Parce que bon, les enfants sont un peu plus agités que la moyenne des adultes, risquent de sauter partout. Ok, c'est pas pour autant que c'est des bêtes féroces, c'est juste que vous n'êtes pas dit correctement que ça vous dérangeait et pourquoi ça vous dérangeait. Donc souvent on dit ouais, arrête de sauter, arrête de faire ci, arrête de faire ça. Mais à aucun moment on exprime vraiment comment on se sent parce que, comme tu le disais, on ne l'a pas appris. Donc c'est là où on peut parler de la CNV, la communication non violente, Marshall Rosenberg, qui pour moi, quand je l'ai découvert, a été vraiment un outil indispensable maintenant, quoi. On l'utilise. Je ne dis pas qu'on arrive à l'utiliser en permanence, mais c'est la base chez nous pour le couple, c'est la base avec les enfants. Donc voilà, j'essaye de plus donner d'ordre, et par contre, je suis transparente sur ce que je ressens. Et je laisse la liberté à l'autre d'en tenir. S'il n'en tient pas compte, je risque de me sentir de plus en plus mal. Je peux dire que je me sens de plus en plus mal. Je peux après péter un plomb, me mettre l'air. C'est tout à fait humain. Mais je ne vais pas lui donner l'ordre, tu vas dans ta chambre, t'arrêtes tout de suite ou quoi que ce soit. Je vais insister. Tu sais, je viens de te dire que j'étais dérangée, je me sens. Mais après, il ne faut pas dire de façon gnangnan. La CNV, c'est pas tu sautes sur le canapé, je me sens super agacée et parce que mon besoin est le calme. Donc, on peut pas de manière tout à fait naturelle et même de manière virulente, quoi. Quand je suis en colère, je dis punaise, mais je suis super, je crie, quoi. Et donc là, ben, l'enfant va commencer quand même à comprendre qu'il y a quelque chose, même s'il comprend pas tous les mots, au moins dans le ton quelque chose. Mais la CNV, il s'agit de parler de soi et de pas accuser l'autre. Tu es insupportable à sauter sur le canapé, je vais dire j'en ai vraiment marre, trop de bruit et je m'en vais. Moi, ça m'arrive de partir. Voilà, ils se battent, ils se disputent. Je dis que j'en ai marre des cris et je supporte plus. Ils veulent que je reste là, mais non, je m'en vais. Puis je reviendrai quand ça sera calmé, quoi. C'est ce qu'on m'a appris là, c'est qu'en voilà. fait, c'est pas le cri le problème, c'est ce qu'on met dedans. Ouais. En fait, tu C'est peux tout à fait crier en CNV, tu peux hurler même. Ouais. Exploser tu peux de colère, hurler, mais c'est toujours mieux pris parce que la personne ne se sent pas accusée de quoi que ce soit, en fait. Bien sûr. Moi, ça m'arrive souvent que mes enfants de hausser le ton, là, j'en peux vraiment plus, en fait. Donc, je vais aller mettre dans mon atelier. Finissez votre dispute, là, et puis on se revoit tout à l'heure. Parce que j'ai pas du tout envie, en fait, de les blâmer pour mon besoin à moi, qui est effectivement de me trouver dans un autre environnement. Exactement. Mais ça, c'est un processus qui est vraiment voilà, qui est long à mettre en place. Et puis surtout, c'est une prise de conscience à l'importance en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. De prendre la responsabilité de ce qu'on vit. C'est ça, en fait. C'est quand on a envie de crier après son enfant ou de dire, je pense que c'est bien de partir en introspection directement. J'en parle souvent, je parle des toilettes. Et je viens de me rendre compte qu'Isabelle parlait aussi des toilettes. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui utilisent les têtes comme un sas spatio-temporel. C'est un sas, partir discrètement et on n'a pas besoin de se justifier sur ce qu'on est en train de faire. A priori, c'est clair. Et ben, les servent bien à faire une pause et aller réfléchir. Vous allez plusieurs fois dans la journée, d'une part, quand il se passe quelque chose de désagréable, vous pouvez partir et justement vous mettre en introspection pour ce qui se passe pour vous, pour ensuite pouvoir le communiquer aux autres. On ne peut pas communiquer ce qui se passe pour nous et trouver des solutions gagnantes si on ne le sait pas nous-mêmes. Mais je crois que ça vient aussi du fait qu'on parlait tout à l'heure des injonctions, de c'est quoi être un bon parent, cadre qui arrive à poser des limites et tout. On nous a quand même appris, presque parce que nous-mêmes, on a été traités comme ça enfant, c'est action-réaction. C'est-à-dire que tu fais il faut impérativement que l'adulte réagisse immédiatement. C'est ça. Il faut cadrer tout de suite. Alors qu'effectivement, et moi, pas de le dire aux gens qui se forment avec moi, c'est ça coûte quoi en fait de prendre ces 2 minutes, 3 minutes. C'est ça. S'il faut discuter de ce qui vient de se passer, on va y arriver. Et même le lendemain, il n'y a pas besoin, pour moi, si un enfant a fait quelque chose que vous considérez, vous, comme mal, il n'y a pas besoin de régler ça immédiatement. On peut en reparler le lendemain. C'est encore une fois ne pas penser que l'enfant est une bête féroce qu'il faut contenir. Et je crois que même l'enfant, lui aussi, il a aussi besoin, après avoir constaté que l'événement qui vient de se produire a généré le pétage de plomb collectif, par exemple, de la même façon que nous, on a besoin de faire le point sur comment... Enfin voilà, qu'avec ça, tu vois, comment ça se passe. Je crois qu'on est dans cette croyance que l'enfant ne a juste à être cadré, non, mais disons que comme il ne sait pas bien, en fait, ce qui est pour lui, ça c'est ce qu'on croit,
eh ben, faut lui dire tout de suite, sans Oui, lui c'est laisser ça. le temps, en fait, lui aussi ce Voilà. qui s'est passé Si. et de éventuellement tirer ses propres conclusions. En fait. Exactement. Tirer ses propres conclusions, pour moi, c'est super important, en fait. Parce que même si je ne fais que ce que je ressens et comment je me sens face à une situation, il faut lui laisser le temps de l'entendre. Et moi, j'ai eu des surprises, des fois, d'un enfant qui après, en disant je suis désolée, alors que j'exige pas d'excuses du tout. Et voilà, mais en me voyant énervée sans arrêt, et puis je lui rappelle, des fois, je lui dis ouais, là, tu viens me parler, mais j'ai du mal à t'écouter, parce que un truc de tout à l'heure, c'était pas agréable pour moi et je suis pas bien, quoi. Donc ils repartent, et puis au bout d'un moment, c'est oh, maman, je suis désolée. Ouais, déjà, ça me fait du bien que tu me dises ça, tu vois, et puis on en parle, mais ouais, prendre vraiment, il n'y a pas d'urgence. Il va pas devenir comme je dis dans le livre, juste parce que vous aurez attendu un petit peu avant de parler de la situation qui pour vous est grave ou jugée mauvaise, quoi. Alors, on a dit là, il y a quelques minutes, on a parlé de cette croyance disant que les enfants font ce qui est bon pour eux. Et dans le livre, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée et qui dit votre enfant est expert sur sa propre vie. Alors là, tu fais ça pique, ça pique un tout petit peu quand même. Tu te dis attends, donc Marin, 5 ans et demi, expert de sa propre expert vie, de sa propre sa vie, place chez lui. comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer? Non, en vrai, moi je comprends pourquoi tu dis ça et c'est vrai que moi j'ai vraiment envie en fait d'aller vers là, mais c'est vrai, je me dis mais il y a des choses, je suis obligée de décider pour lui parce que il mesure les tenants et aboutissants de certaines choses. Oui, alors tu voilà, il y a des cas particuliers, mais en règle générale, plus, du coup, sur ce voilà, concept-là d'expert. en règle générale, expert sur sa propre vie, quand je dis ça, c'est qu'il est le mieux placé pour savoir ce qui le concerne en fait. Donc, qu'il soit enfant, père, adulte d'âge moyen, on vit des choses à l'intérieur que personne ne peut comprendre. Même si on va arriver à l'expliquer un peu, à le communiquer, il n'y a que ce que nous vivons. Donc c'est pour ça que je considère que l'enfant est expert de lui-même en fait. Donc même si ces mots, et nous adultes, comme on a vu, on n'arrive pas forcément à trouver quelles sont nos émotions ou à les communiquer, même si ça a plein de choses, et ben c'est quand même la source, c'est là qu'il faut chercher et pour pouvoir avoir une relation avec lui, d'après moi. Lui, il a les clés, il a toutes les clés, tout est là à l'intérieur de lui, et c'est la posture de parent coach dont je parle dans le livre. Je voulais t'y amener. Mais du coup, il manque des épisodes avant. Bon, bref. Qui consiste à avoir confiance et être là pour aider l'enfant à faire émerger qui. On ne va pas le modeler. Ça, c'est très important pour moi. C'est pour ça que j'écris le livre. Pour moi, le parent a modelé l'enfant pour en faire quelqu'un de bien qui va être dans la vie. Par contre, l'enfant, pour moi, est déjà quelqu'un de bien. On va l'aider à monter qui il est, à développer toutes ses compétences, voilà. Mais on se met en retrait et on n'a plus cette espèce d'incidence du parent qui va tout décider. Je suis en retrait, je l'observe vivre et je constate des choses et je lui fais part de mon expérience. Voilà, partager des choses, mais c'est lui qui est la absolue en fait. Il y a dans préface. C'est Thierry Pardo qui a écrit ta préface. Ouais, et il a inséré une citation. Je ne sais pas comment ça se prononce. Khalil. Moi non plus. Khalil, Gibran, qui est assez qui connu, date de 1923. Ouais. Donc c'est un visionnaire précurseur quand même, parce qu'en 1923, on n'en était pas là. Quand même. Qui dit vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les appels de la vie à elle-même. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas vos rêves. Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car elle n'a pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier. C'est incroyable, fort, hein. Cette citation. Je la connaissais déjà et elle est très très forte. J'étais ravie qu'il l'ait mise dans la préface parce qu'elle me parlait beaucoup. Ouais. Il est dingue ce texte parce que regarde autour de nous, mine de rien, l'intention première du monde adulte, c'est de formater les enfants à un certain type. Voilà, il faut en faire des qui vont accepter les conditions de travail, le machin. On essaye vraiment de... Et ça mais on a 1500 ans d'humanité, je ne sais pas combien... tu vois, on les forme à la vie. Conditionne ça. Mais voilà, c'est ça. On les forme à la vie. Et ça, c'est un autre passage du livre dont tu parles. Et je l'avais noté, c'était dans la posture adultiste, on prête les enfants à la vie, mais quand donc la vie commence-t-elle réellement ?
Et là, j'ai lu C'est la phrase et je me suis dit, ah, c'est- pouf, en fait. c'est une expression qui m'amuse souvent. C'est voilà, on est censé préparer les enfants. Puis dans la vie, ils vont vivre ci, dans la vie, ils vont ça. Quand ils seront dans la vie, moi, ça me titille à chaque fois. Je me dis, mais punaise, la vie, elle a commencé. Ils étaient déjà dans le ventre, ils étaient déjà en vie. Donc je comprends bien que c'est une image, c'est une expression. Mais j'ai titillé en disant, voilà, quand est-ce qu'on va arrêter d'attendre qu'un jour ils vivent et qu'on va pouvoir les considérer maintenant, ici et maintenant, comme importants, comme experts justement sur ce qu'ils veulent faire tout de suite maintenant et pas tout le temps avoir cette vision soi-disant long-termiste de on va en faire ça, on va en faire ça, on va en faire ça. Donc tout de suite, je vais le mettre dans le moule, je vais le faire. Et pourvu que quand j'aurai fini mon boulot de part 18 ans qui s'en va, il soit super réussi, quoi. Et non, 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 pour moi, c'est un individu qui se respecte comme individu. Il a sa raison d'être sur Terre et je trouve que je vis à côté de lui. Il se trouve que je vis à côté de lui dans cette famille. Peut-être il m'a choisi selon les croyants. Mais en tout cas, laisser la liberté à chaque individu de s'épanouir, chercher à en faire autre chose, en fait. Essayer de le comprendre, de trouver une sorte de notice, en fait. Et quand je parlais que l'enfant est expert sur livre, quand même, je dis d'où ça vient. Il y a mon formateur qui est de moi là, mon formateur Stéphane Witzmann et mon associé et compagnon, voilà, il utilise cette expression dans le coaching, ça vient de lui en fait, parce que on considère que dans la façon dont on pratique le coaching avec Stéphane, on considère que le client qui vient nous voir vient juste trouver justement comment s'épanouir, comment développer ce qu'il a déjà en lui. Nous, on va lui donner une idée, on va lui donner une responsabilité. Et on est juste là pour être un viseur ou je sais quoi, pour l'aider à faire agir ce qu'il a en lui. Et Stéphane, à juste titre, s'était questionné sur pourquoi à mon client je considérais comme ça et pour les enfants, on ne le fait pas avec eux, quoi. Et donc moi, quand je me suis formée au coaching, j'ai trouvé ça génial, cette histoire d'être expert de sa propre vie. Et je me suis dit, bon, on va le mettre en place dans le couple, tout ça, ok. Et après, j'ai dit, et les enfants et, si je veux être cohérente, il va falloir que je me pose la question, est-ce que les enfants sont experts de la vie? Puis je me suis dit, je vais partir du principe que oui. Et j'ai essayé de voir ce qui se passait. Ben voilà, on vit très bien. Donc voilà, c'est une posture de coaching que j'ai transposée en fait auprès des enfants et dans l'accompagnement des enfants. Je voudrais sur le préparer à la vie dont tu parlais tout à l'heure, quand tu disais que c'était une façon de parler, mais la sémantique, c'est sûr. Ouais. Et on se rend très bien compte, notamment dès qu'on touche à des traits sexistes, racistes, discriminants, quels qu'ils soient, on se rend bien compte comment les mots véhiculent des concepts. Ouais, complètement. Hein. Et préparer les enfants à la vie, ça a beau être une façon de parler, qu'on utilise ces mots-là. Et donc, ça véhicule une forme de pensée. Et j'ai entendu hier, ça n'a pas grand-chose à voir, mais ça me fait penser à une émission que j'ai entendue sur France Inter au niveau de la capacité des enfants à apprendre et de comment les aider à apprendre. Et il y avait une pédagogue qui était là et elle a dit un truc en parlant de la sémantique, justement. Elle a dit déjà, si on peut-être dire aux enfants travaille bien quand ils vont à l'école et qu'on leur disait apprends bien ou amuse-toi bien ou journée, enfin, ouais, ce serait pas du tout la même chose. Et en fait, les mots sont importants. Les mots ont un sens. Quand on dit il faut bien que je prépare mon enfant à la vie, c'est que quelque part, même inconsciemment, on considère que sa vie n'a pas... Et qu'il n'est pas prêt du tout, il n'est pas capable de... Enfin, voilà, c'est cette histoire de rêve que adulte tout commence. Je trouve ça fou quand même. Du coup, je trouve que en ayant trop d'incidence sur les enfants, justement, on les prépare à la vie, pour le coup. Parce qu'ils ne vont pas apprendre à faire des choses eux-mêmes, ils ne vont pas apprendre à ressentir ce qu'ils ont en eux, parce qu'on dit mais non, c'est pas grave, tais-toi, crie pas trop fort. Donc voilà, moi j'insiste plus sur une d'accompagnement où, au contraire, tout ce qui a besoin de sortir de l'enfant, on va l'accueillir, voilà. Et tout est ok, il faut que ça sorte. Bah après, oui, dans mon livre, ça fait pas des enfants obéissants, ça fait pas des enfants disciplinés, des enfants qui rentrent dans les cases et qui vont soit se taire s'il y a une injustice ou comme ça, mais j'allais dire tant pis. Au pire, si ils réagissent de façon trop virulente face au extérieur, le monde extérieur va leur rappeler que ça plaît pas. Donc ils vont pouvoir s'adapter en fonction de ça. Au moins se rendre compte d'une injustice. Moi, je suis contente quand je vois mes enfants revenir d'école et avoir spoté une injustice qui, quelques années, serait passée comme une lettre à la poste. Donc il y a une espèce d'esprit critique qui pour moi est super important pour qu'ils soient libres maintenant, libres plus tard et qu'ils puissent choisir leur vie sans suivre le troupeau, quoi.
C'est important ce que tu dis parce que je crois que dans la posture parentale, il y a toujours cette intention de faire en sorte que la vie de nos enfants se passe le mieux possible Ouais. en dehors de la maison. Et quelque part, je pense que c'est très effrayant, ce spectre de l'inadaptation par une trop grande liberté donnée dans le cadre de la famille, quand on soit plus capable de s'insérer en fait, Ouais. et en face, et finalement nos choix éducatifs en face, pas un paria, mais pas loin, tu C'est vois. ça. T'imagines la responsabilité du parent. Exactement, Ça, j'en exactement. parlais en conférence aussi. La responsabilité incroyable du parent qui est fliqué par les services sociaux, par l'école, si on fait n'importe quoi. Si on arrive avec une chaussure trouée à l'école, la maîtresse va nous dire écoutez, il a la chaussure trouée, et on va lui dire ben oui, c'est son choix, il a d'autres chaussures, mais il aime les mettre. T'imagines, la maîtresse va commencer à se poser des questions sur notre façon de faire. Et pourtant, ben c'est son droit, quoi. Mais oui, les parents ont peur en fait de cette responsabilité qui leur incombe. Et je pense que c'est ce qui mène souvent aux violences éducatives ordinaires, c'est le regard des autres. C'est je vais te gronder, je vais te houspiller parce qu'on me regarde et que qu'il faut que je montre que j'ai que j'ai l'autorité, je suis le parent, et il faut que le gamin prenne le dessus, je vais être jugée comme laxiste, c'est horrible. Mais alors là, le truc, c'est que là, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Là, on reprend du début, 3000 ans, ou je sais pas combien, de civilisation, tu vois, où finalement, tout s'est construit sur ce schéma-là. Et quand je dis 3000 ans, je pense que c'est ça. Je veux dire, tout s'est construit sur ce schéma-là, en fait. Et donc, comment dire, quel avenir tu vois, toi, pour cette pensée? Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, où ta pensée va devenir quelque chose de plausible, de crédible, en fait, dans une nouvelle construction sociale? On est à une période charnière, on est en train de changer de civilisation, là, très clairement. Ouais. Moi, j'ai envie de croire que ce mode de pensée-là sera fondateur de cette nouvelle civilisation. Mais, et si ça restait jamais qu'une utopie, quoi, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je vais te dire, j'ai écrit ce livre maintenant et c'était pas plus tard que je l'aurais fait. J'avais l'impression de sentir dans l'air que c'est vraiment le bon moment. Ouais. Je sentir une espèce de période dernière, y compris dans l'éducation. On a beaucoup développé tout ce qui est parentalité positive, bienveillante, et là j'avais envie de questionner, d'aller encore plus loin, parce que dans la parentalité positive, finalement, le parent reste toujours celui qui va décider. Voilà, c'est la main de fer dans un gant de velours. On va le respecter, mais c'est quand même le parent qui va décider. C'est ce que je pratiquais autrefois. Effectivement, la bienveillance éducative n'annule pas forcément la domination adulte. Non, pas pour moi. Non, pas pour moi. Donc voilà, j'incite à... Voilà. Donc ensuite, je ne suis pas la seule à penser ça. Il y a plein de gens qui, même depuis longtemps, 1920... il y a l'école libre. Il y a un livre que j'ai lu, Libre enfant de Summerhill. Il avait cette pensée. C'était en 1900. Voilà, il y a très longtemps. Yves qui publie aussi aux éditions Le Myriadis, La domination adulte, en parle très très bien, beaucoup mieux que moi, d'une autre façon. Il a fait des recherches sur la société, sur... c'est un sociologie. Ouais, un vrai travail qu'il a fait. Le livre est disponible dans la médiatéque du blog, pour information. Voilà, c'est très étayé de plein de recherches, et on voit que des enfants libres existe depuis toujours. Donc moi, j'ai pas la prétention de dire à partir de mon livre tout va changer. C'est juste une pierre de plus à l'édifice qui présente les choses un peu différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà, le livre est un peu humoristique, abordable pour tout le monde. Il y a d'ailleurs Elfie Reboulot a sorti un livre qui s'appelle Qu'est-ce que l'agise, qui est aussi aux éditions Les Myriadis, décidément, que des bons livres. La version alternative. Et voilà, ça parle aussi du même sujet. On a été toutes les deux appelées à en parler. Je dis appelées parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti. J'ai ressenti que je suis une sorte de messagère. Ça peut paraître complètement ésotérique, mais une sorte de messagère. J'ai ça vraiment dans le... Il faut absolument que je le transmette. C'est ma vie, quoi. C'est pour ça que je suis là. Voilà. C'était vraiment très, très fort que je voulais faire passer. Donc, on le présente tous d'une manière... C'est une pierre à l'édifice. Après, je pense qu'il va peut-être, si on veut que ça évolue, lâcher nos peurs un peu. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui tournent aussi autour du système scolaire. Et on est un peu enfermé dans le fonctionnement du système scolaire, où il y a un maître qui apprend aux enfants cette espèce de position de sachant qui veut transmettre, au lieu de reconnaître qu'il y a déjà tout, le vivier est là et il suffit d'émerger. Je pense que si déjà on remet un peu en question cette posture-là, la société peut pas mal évoluer du côté de l'école. Et je pense que voilà, tous les enfants vont à l'école, enfin tous, pardon pour les gens en IEF, j'ai dit. Beaucoup d'enfants vont à l'école, et je pense que ça peut être un bon point de départ pour faire évoluer la société.
Est-ce que tu connais un auteur qui s'appelle Jacques Rancière, Non. qui a écrit un ouvrage, un essai, qui s'appelle Le Maître ignorant, et qui correspondrait tout à fait à ce que tu viens décrire. C'est l'histoire en fait d'un enseignant qui enseignait une langue étrangère dont il ne parle pas un seul mot. C'est génial. Et à la fin de son cycle, tous ses étudiants sont bilingues. Ouais, c'est énorme. Parce qu'il a décidé de partir des étudiants, Voilà. de leur capacité, leur faire confiance sur leur capacité à aller chercher, à mettre en œuvre ce que lui réussissait à disposition comme outil, comme chose. Et en fait, au bout de tout ce temps-là, il n'était pas plus capable de parler la langue qu'il enseignait. Et pourtant, ses étudiants n'ont jamais aussi bien parlé cette langue. C'est proche totalement du unschooling. Tu connais, fait, bien sûr. Voilà, il y a des gens qui ont décidé de faire l'instruction en famille chez eux, et il y a un courant de pensée dans l'instruction en famille qui s'appelle le unschooling, et qui justement est très basé sur l'enfant apprend de la vie par la vie, et nous, on va se mettre à son service pour, quand quelque chose l'intéresse, on va l'aider à creuser. On va l'emmener à la bibliothèque, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour, tant que le sujet l'intéresse plus, on passe à autre chose. On s'en fiche si c'est pas terminé ou quoi que ce soit. J'ai pensé à ça quand tu as parlé du livre. Donc oui, il y a des courants de pensée. Justement, je dis souvent que j'appartiens à ligne, alors que mes enfants sont à l'école parce que j'ai pas pu d'être ça, et eux non plus. Donc c'est pas forcément simple à vivre, mais en tout cas au quotidien, on vit en mode on-school. Voilà. Je me demandais d'ailleurs comment tu vivais avec tes convictions, avec cette pensée que tu as. Comment tu vis la colère de tes enfants? Toi, dans ton cœur de maman, il se passe quoi? Sujet. Parce que dans le monde, je te garantis que c'est pas simple. Passer un post. J'ai vu que tu as posté que tu avais eu des c'est difficultés. pas facile, ouais. Non, c'est vraiment pas. J'insiste sur le vraiment pas facile. Surtout quand mes enfants avaient du tout envie d'y aller et qu'il s'est trouvé qu'ils sont obligés de continuer à y aller. Donc là, ça a été vraiment. Il a fallu lâcher prise sur pas mal de choses. Donc, je pense que j'ai cloisonné en fait. Je me suis dit, qui vivent, comment dire, je m'implique plus en fait. Je me suis énormément impliquée dans la vie des enfants. J'étais déléguée de parents d'élèves. Je suivais tout ce qu'ils faisaient, tous leurs devoirs. J'étais hyper impliquée. Je trouvais ça très important. Et non, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, s'ils ont envie de me faire part de quelque chose qui s'est passé dans leur journée qui voilà, les a titillés, on en discute. Je suis toujours vraiment. Mais moi, je ne vais pas aller ni regarder leur cahier. Et donc ça peut... Désolée si les enseignants de mes enfants, mais on nous donne un code au collège pour aller vérifier leurs notes et leur travail et tout ça. Je trouve ça horrible. Je ne vais pas voir les notes de mon enfant derrière son dos. Si c'est qu'il a une bonne raison. S'il me les dit, c'est qu'il en est heureux. Enfin, on peut en discuter. Je suis dispo tout le temps. C'est toujours ça. C'est chercher, fouiller dans leurs affaires, et je vérifie pas s'ils ont fait les devoirs. S'ils les ont fait, ça leur appartient d'avoir les conséquences derrière, en fait. Je suis toujours à disposition. S'il faut aller voir un prof, j'irai. Et je me suis mise complètement en retrait en leur disant, voilà, c'est l'expérience qu'ils ont à vivre eux. S'ils ont des soucis par rapport à cette expérience, je suis là pour écouter leurs émotions, pour les accompagner. Mais je vais les aider à trouver en fait des ressources en eux pour vivre ce qu'ils ont à vivre à l'école. C'est difficile. Et même si je ne suis pas d'accord avec tout ce qui peut s'y passer. Donc c'est vraiment encore leur redonner la responsabilité à eux, de gérer ce qu'ils vont être amenés à vivre dans la journée. Des briefs, voilà. Mais c'est plus ressort, parce que j'adhère pas avec tout. Après voilà, je suis allée à la réunion de rentrée, j'ai trouvé ça très chouette. On nous présente beaucoup de choses sur les apprentissages. Voilà, ça coince. Pour moi, c'est toujours l'adulte va apprendre quelque chose aux enfants, alors que l'enfant apprend tout seul. On a juste à être là pour lui. Donc c'est quand même une différence de pensée très importante. Mais j'essaie de me mettre à la place du prof qui transmet sa passion. Et voilà, j'ai trouvé l'enseignant très volontaire pour transmettre des choses. J'aime bien ce fait bienveillant aussi que je peux trouver chez certains enseignants cette année, où ils font tout pour que l'enfant soit bien. Après, voilà, je ne suis pas dans le paradigme, mais c'est ce qu'ils sont amenés à vivre, et je les accompagne pour ça. Finalement, quand tu parlais de lâcher prise tout à l'heure, ça revient à adopter une vision non jugeante et accepter du fait que on n'a pas tous les mêmes stratégies. Alors non jugeante, j'ai du mal encore. J'avoue que ça m'arrive de juger ce qui se passe à l'école. Et souvent, je me rattrape et je dis non, mais enfin, c'est ce que je pense moi. Voilà. Mais ouais, elles arrivent vite. C'est dur de maîtriser cet instinct qu'on a de jugement. C'est sûr. Ouais. C'est mauvais pour ça, aide parfois quand même, essayer de se détacher. Ouais, c'est sûr. Mais bon, quand ça prend un peu au trip dans certaines situations, ça revient facilement le jugement. Bon, alors j'ai quand même une autre question par rapport à ton livre. Et je pense que ce sera la dernière spécifiquement là-dessus.
tu as truffé ton livre composé. Question qui tue. Il y en a plein. Et alors, ils sont vraiment très particuliers. Ouais, ils sont complètement... Je suis désolée, j'ai pété un boulon. Hein. Alors, très honnêtement, hein, moi j'étais à la plage quand j'ai ouvert ton livre. What? Et là, et je me suis dit, mais Elle a fumé. pourquoi elle a donné ce genre de prénom? Alors, comment dire? Okay. Il n'y a pas de raison pareille. Certains, j'ai remarqué, si tu les contractes, forment un diminutif ou un mot supplémentaire. En fait, tous. J'ai en tête. Alors, tous. Alors, tu vas m'expliquer le gilet flétide, par exemple. Parce que le gilet flétide, je me suis dit, attends, si je compte, c'est quoi? Non, j'arrive pas. Je ne peux même pas me rappeler, ça se trouve. En fait, c'est parti d'une connerie, désolée, je parle mal, mais sur mon blog, je faisais ça au départ, en fait. Je trouvais ça rigolo d'inventer des noms stupides parce que, vous dire un petit secret, mais évidemment, dans mon blog, quand je parle de telle personne qui a fait ci ou ça, c'est souvent des exemples de ma propre vie, donc ça peut parler de mes enfants, ça peut... Donc comme j'essaye de masquer un peu tout ça, je me suis dit, je vais mettre des noms débiles, et puis comme je suis un peu comme ça, un peu folle en fait, donc des noms débiles me sont arrivés. J'ai dit, tiens, en nom composé, c'est encore plus rigolo, j'en ai rajouté un autre derrière. Et l'idée de, tu as bien spoté qu'en fait, il y a des, si tu mets un diminutif, ça est censé avoir un sens. Voilà. C'était une de jeu en fait que j'ai mis dans mon livre. Initialement, ça vient de cette anonymisation. Ouais, ça vient de mon blog et j'ai eu envie de continuer. Je trouvais ça rigolo. Ça donne un côté, mais what? En fait, j'aime bien cette idée de déconnecter le lecteur de quelque chose qui est trop sérieux en mettant un truc tellement loufoque au milieu. Tu vois, il déconnecte de ce qu'il était en train de vivre. Et puis, ça lui permet de repartir sur autre chose. C'est un rappel en hypnose, enfin un état séparateur où tu ramènes la personne réelle, dire mais qu'est-ce qui se passe, pour mieux repartir après. Voilà. Alors ça, c'est assez rare, et même au niveau du style dans lequel tu as écrit. Alors moi, c'est pas du tout le style dans lequel j'écrirais un livre, tu vois, parce que c'est très... Et ça m'a surprise au début. Quand j'ai ouvert, j'ai lu les premières, je me suis dit, waouh, waouh. Des fois, j'ai même relu des phrases. Je me disais, mais comme elle parle, d'accord. Bon, okay. Voilà, c'est ça. Alors, des fois, il n'y a pas la négation, donc je sais que ça dérange beaucoup de gens. Alors, mes correctrices aux éditions Le Être Miradi peut arracher les cheveux parce que, alors, si vous voyez des phrases tordues qui ne veulent pas dire grand-chose ou négation, ce n'est pas de leur faute. Voilà. Ouais, mais on sent que c'est un style qui t'est sorti comme ça, en fait. C'est vraiment, dès le départ, moi, j'ai pas envie qu'on change mon texte, en fait. Ça vient de moi. Je suis un peu bizarre souvent, je suis un peu loufoque souvent. Et j'ai envie de mettre qui je suis en fait. Mais ça se sent très bien, je trouve, dans le livre. Et c'est pour ça que même si moi, c'est pas le genre de style littéraire avec lequel j'accroche, tu vois. C'est pas vraiment littéraire, on dirait. Que du coup, j'ai eu l'impression de discuter avec toi. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Tu vois. On m'a dit qu'on a l'impression de Morito avec moi. Exactement. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller au fond de la pensée parce que j'avais la fin de la discussion, en fait, tu vois. Ouais, c'est chouette. Et donc, alors que c'est vrai que sur les premières pages, toujours, ça a été carrément perturbant, quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Non, mais c'est pas, tu vois, mais je m'attendais pas du tout à ça. Mais en même temps, ça m'a questionné aussi sur. Et j'ai bien ressenti tout à l'heure que c'était un truc que tu avais en toi et qu'il fallait que tu le restes comme ça. Voilà. Et j'ai eu vraiment l'impression comme si tu avais ouvert un robinet. Ouais, c'est ça. Le truc est sorti. C'est exactement ça. D'ailleurs, je vais te dire, j'avais pas de plan pour écrire mon livre. C'est la question que j'avais posée. Ouais, et j'avais pas de plan. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Et j'avais, comment dire, ça peut paraître encore une fois ésotérique, je suis vraiment... Mais le texte me vient tout seul, en fait. Ouais. J'ai l'impression que je recopie quelque chose qui m'est venu. Mais si je suis inspirée, il ne faut pas m'arrêter, quoi. C'est vraiment à fond la caisse. Et après, je me dis, mince, c'est le bon moment pour écrire ça dans cette partie du livre. Et j'ai fini par un brainfuck de folie parce que je ne savais plus comment faire avec tout ce que j'avais écrit, qui avait quasiment, ni queue ni tête, quoi. Et j'ai dit, écoute, j'en étais en train d'écrire un roman, je m'autoriserais à faire ça en fait. Pourquoi il faut là 100 chapitres avec petit 1, petit 2, petit machin? J'ai dit, écoute, c'est moi, je suis comme ça et j'ai la pensée en avoir toujours dans tous les sens. Donc, j'espère que les gens vont arriver à suivre ma crainte. À la fois, ça part pas dans tous les sens en fait. J'ai réussi entre certains moments, bien sûr, il y a des choses qu'on va retrouver, pas forcément de la façon, mais ça manque jamais de cohérence, quoi. En fait, il y a toujours un fil conducteur commun qui est tiré tout le long. Parce que j'ai cherché à être complètement authentique. Ouais. Donc, si c'est moi, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas d'espace entre les différentes choses. Donc, à un moment donné, j'ai tout mis à plat sur une feuille et j'ai essayé d'organiser un peu tout ça. Je ne peux pas, donc j'ai mis tous les thèmes que j'abordais. J'ai fini par barrer au fur et à mesure que c'était abordé et j'ai présenté ça lisez ça comme un roman. Laissez-vous porter. Au pire, ça ne vous plaît pas, vous fermez le livre. Ça vous plaît, vous laissez embarquer, comme tu disais, à la fin. Et vraiment,
je trouvais ça intéressant de faire vivre au lecteur un espèce de lâcher. Oui, c'est C'est un ça. processus parallèle, comme j'appelle. Donc, tu vis le lâcher-prise sur ce sujet-là, qui est litigieux comme sujet, la parentalité, et tu vas peut-être expérimenter ça dans ton... Ça va te permettre après, dans ta vie, de l'expérimenter un peu plus facilement. Enfin, je me suis dit que ça pouvait aider. Voilà. Et ben, ce que j'ai trouvé intéressant, moi, quel que soit l'endroit où on en est sur ce chemin-là, qu'on soit tout au début, qu'on ait déjà plusieurs années de mise en perspective, c'est toujours intéressant en fait de lire des livres comme cela parce que en fond, ce qui vient te creuser, ben, ça donne des pistes en fait sur ce qu'il faut que tu continues à travailler, sur là où tu n'es pas tout à fait à l'aise ou là où tu as envie d'aller, tu ne sais pas comment faire. Et je pense que c'est le seul reproche qu'on pourra faire à ton livre, c'est de ne pas donner de solution, mais à la fois, c'est pas son objectif en fait. Toi, c'est juste dérouler. Voilà, je tu veux voulais juste surtout expliquer, pas donner en fait. de C'est un livre de solution. cri du cœur et après, chacun fait ce qu'il veut avec ça, quoi. Je voulais pas de solution parce que d'une part, j'en ai pas, sinon ça se saurait. Je pourrais être connue partout. Mais non, j'ai pas de solution. Et nous, notre processus à la maison, c'est pas d'appliquer des recettes toutes prêtes, c'est d'être dans l'émergence et d'être à l'écoute les uns des autres. Et donc, ce fonctionnement me permet pas dans un livre pour me donner des solutions. Et je voulais vraiment amener le lecteur à expérimenter un voyage à travers, dans lui, en fait. Donc, mon but, c'est pas du tout, c'est pas un livre de solutions, c'est pas un livre. Par contre, c'est un livre pour enclencher le premier pas vers les solutions et les recettes qui seront complètement parce que chacun va les créer. Elles vont émerger d'eux-mêmes, en fait. Voilà. Laisser le lecteur libre de créer ses propres solutions en partant d'une réflexion, d'un bouleversement dans leurs croyances. Et allez, on va voir maintenant où ça mène. Ça pourrait être un deuxième livre derrière avec tous les témoignages des gens qui l'ont lu et voilà ce que ça fait derrière. Et moi, j'ai mis ça en place et moi, j'ai mis ça en place. Ouais, un livre de témoignages, ce serait super intéressant. Ouais. Et alors, donc, il est sorti le 5 juillet, ce livre. Ouais. Et tu t'attendais à ce qu'il soit réédité au bout d'un mois et demi ou pas? Je dois répondre honnêtement. Oui. Ouais, d'accord. Ouais. Parce que pour moi, c'est vraiment un message très fort et je l'ai fait vraiment. Et comme je te dis, j'ai senti que j'étais au bon moment, au bon endroit et qu'il fallait absolument que ce livre... Un timing, quoi. Voilà, il y avait un timing. Donc, pour moi, ouais, c'est dans l'ordre des choses, c'était le bon moment, quoi. Et alors, du coup, tu organises, c'est en novembre, je crois, à Vichy, dans l'Allier. On organise avec Stéphane, donc, un séminaire autour de ce livre-là. Voilà. Tu peux nous expliquer un peu ce que ça va être? Avec Stéphane Witzmann, donc on va organiser un séminaire de 3 jours pour personnes qui ont lu le livre. C'est bien important de le préciser. C'est pas pour découvrir ce qu'il y a dans le livre, on va pas faire une redite. Donc, en ayant lu le livre, vous êtes déjà avoir fait un certain cheminement vers cette pensée-là, vous êtes questionné, et derrière, on va passer à l'aspect un peu plus pratique. Là encore, ce ne sera pas le but de donner des recettes toutes prêtes, de vous transmettre des processus pour pouvoir arriver à une recette qui sera la vôtre. Alors, ça va passer par quoi? Par exemple, du jeu de rôle Oui, ça peut. On n'a pas encore établi le programme précisément, mais si, ça va être du développement personnel parce que on est coach, donc on va vous inciter à aller creuser à l'intérieur. Tiens, pourquoi ça titille là qu'est-ce qu'on a envie de mettre dans sa vie? Pourquoi on ne l'a pas déjà fait comment on va pouvoir le faire? Donc, on va vraiment vous transmettre des outils de coaching, vraiment, pour vous-même, pour vous sentir mieux dans votre cheminement de parent, et des outils de coaching pour accompagner vos enfants. Voilà, il y a vraiment ces deux... Et alors, c'est quand ça, du coup? Ça, c'est le 1, 2, 3 novembre, le week-end de l'an. Ok. Et c'est à Vichy. C'est à côté de Vichy, dans un endroit qui est vraiment super, où ça peut être aussi l'occasion d'un week-end de connexion, donc de la famille, soit vous venez seul, soit en couple, et travail sur soi, voilà. Il y a tout autour, on peut loger sur place ou on peut loger ailleurs. Et vous êtes tous les deux? Et on est tous les deux animés, vraiment, donc on se répartira selon un peu les sujets avec lesquels on se sent, comment dire, expert, entre guillemets, quoi, voilà. Vous serez deux, et donc vous aurez combien de personnes au total? On a prévu pour une vingtaine de personnes. Voilà, maximum. C'est un groupe. Si jamais il y a des gens qui veulent plus d'infos, comment ils font? Alors, on a notre page. Donc, on a 2 pages, c'est un peu compliqué. Il y a le jeu de la vie, donc c'est notre organisme de formation et d'accompagnement. Donc, vous pouvez trouver le séminaire dessus, mais il est détaillé de manière plus complète, qui ramène vers mon propre site qui est monenfantmonégal.com. Et là, il y a une page. Voilà, il y a une page séminaire, et là, vous avez les infos sur le planning des journées, voilà, tout ce que vous avez besoin de savoir, les aspects pratiques, l'inscription, les tarifs et tout ça. Voilà. Okay.
Bon, bah écoute, c'est super. Je suis super contente que tu sois venue discuter avec moi aujourd'hui. Moi aussi, C'était c'était vraiment très chouette. intéressant. Je vais faire le tour, peut-être. Je vois qu'il y a des commentaires qu'on n'a pas du tout eu l'occasion Il y a de beaucoup de regarder. monde, donc Ouais, je il dis y a bonjour à beaucoup tout de le monde. bonjour. C'est un peu Ah tard. bah, donc, il y a Sol qui est venue nous voir, Isabelle, Magali, Séverine, Charlotte, Julia. Merci beaucoup d'avoir été là, Damien. Il y a Marilyn qui nous dit mon conjoint s'est beaucoup amusé de ces noms composés. C'est Alors, vrai qu'ils sont Marilyn un petit peu particuliers. me suit beaucoup, alors t'es encore là. C'est dingue. Bon, bah, en tout cas, Evelyne, je te remercie beaucoup d'être venue pour cette première expérience en fait du interview. J'avais encore jamais fait, donc c'était Je suis vraiment, bien contente vraiment d'avoir pu chouette. discuter avec toi. Voilà, et moi je me suis sentie bien à l'aise, donc c'était sympa. Moi aussi, Toi hein. aussi. Bon, bah, cool. Moi aussi, C'est bon le appétit canapé. à ceux qui mangent. C'est le canapé, il est super C'est les confortable. coussins. Merci tous et toutes d'avoir suivi ce live. Je vous enverrai par mail certainement un lien pour que vous puissiez conserver le replay accessible facilement. La vidéo reste dans le groupe. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Je crois, oui, c'est ça. À la semaine prochaine pour un nouveau live. On parlera CNV et développement personnel. Ça va faire une belle continuité. Oui. Excuse-moi, je voulais vas-y. Non, j'ai juste oublié un truc. Pour ceux qui veulent me rencontrer, je serai en dédicace à la librairie Les Volcans à Clermont. D'accord. Le 25 octobre à 17h. Ok. Et est-ce que tu as aussi des sessions prévues ailleurs ou t'es Non, essentiellement pas pour en Auvergne? Ok. Oui, je peux aller ailleurs, mais pour le moment, il n'y a rien de prévu. Ok. Donc, redis la date? Le 25 octobre, c'est un vendredi à 17h à la librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand. Ok, ça marche. Voilà, donc je discuterai avec vous si vous avez envie, avec grand plaisir. Et aussi Stéphane qui était là, que vous n'avez pas vu, qui était caché dans l'ombre. Ingénieur du son. Qui était caché dans l'ombre et qui est notre ingénieur spécifique aujourd'hui, donc parfait. En tout cas, c'était super chouette et donc je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Bye bye. Au revoir.